14 novembre 1944, 05h30, forêt de Herkan, Allemagne, la vapeur qui s'élevait d'une tasse de fer blanc attrapa les toutes premières lueurs de l'aube, filtrant à travers les arbres brisés à près de 200 mètres. Depuis 17 minutes, l'Obergefreiter Hans Müller, de la 321e division Volksgrenadier, l'observait à la jumelle. La même tasse, au même endroit, derrière le même tronc abattu. L'Américain était imprudent, ou exténué, peut-être les deux. Müller avait assez combattu pour savoir que la fatigue poussait les soldats à commettre des erreurs. Et les Américains qui progressaient dans la forêt de Herkin se battirent depuis des semaines sans véritable repos. La tasse demeurait immobile, exhalant une buée régulière, comme si quelqu'un, juste en dessous, buvait du café accroupi dans l'obscurité glacée. Il cala sa carabine Car 98 contre l'épaule, aligna ses organes de visée légèrement sous la tasse. À cette distance, environ 180 tartamètres, il ne pouvait pas manquer. Il régla sa respiration, pressa lentement la détente et tira. La balle frappa exactement là où il l'avait voulu. La tasse vola en arrière, projetant du café. Mais Müller ne la vit jamais tomber. Au même instant, une balle de calibre .30-06 tirée d'un Springfield 03 A4 le frappa en plein centre de la poitrine. Le coup était parti d'une position décalée de 60 degrés sur sa gauche, un angle qu'il n'avait même pas envisagé. Le sergent-chef James Rix, de la section de tireurs d'élite de la 28e division d'infanterie, abaissa calmement son fusil et traça une petite marque dans son carnet. 14 novembre, 05h42. Élimination confirmée, Niolero 83. Le stratagème de la tasse de café venait de fonctionner une fois de plus. Au cours des 6 jours suivants, cette seule technique, une tasse de café brûlant utilisée comme appât pendant que Rix tirait depuis un tout autre emplacement, provoquerait 97 pertes allemandes confirmées. Elle contraindrait une division entière à modifier ses itinéraires de patrouille, désorganiserait la doctrine allemande de tir de précision et instaurerait un tel climat de peur que certaines unités refuseraient d'avancer dans les secteurs où opérait le sniper fantôme. Ce que les commandants allemands ignoraient, c'est qu'ils faisaient face à quelque chose d'inédit dans la guerre moderne. Pas seulement un tireur d'exception, mais un soldat américain qui avait systématiquement transformé leur propre certitude tactique en arme, faisant d'une simple tasse de fer blanc le leurre le plus meurtrier du théâtre européen. Les mathématiques de la tromperie étaient d'une élégante simplicité. Les snipers allemands, formés à l'observation patiente et méthodique, se concentraient inévitablement sur les signes évidents de présence ennemie. Une tasse fumante par un matin gelé attirait le regard comme un aimant. Tandis qu'ils s'y fixaient, évaluant la distance, le vent, se préparant à tirer, Rix les observait d'un autre angle, son fusil déjà braqué sur l'endroit précis où il finirait par se dévoiler. Le génie n'était pas seulement dans l'adresse, bien que Rix fût remarquable. Il résidait dans une certitude. Le meilleur camouflage n'est pas l'invisibilité, mais la diversion. La métamorphose de James Robert Hendricks, fils de ranch du Montana, en tireur d'élite le plus redouté de la forêt de Herkin, commença bien avant la guerre, dans une enfance passée à chasser dans des conditions qui auraient brisé la plupart des hommes. Né le 7 février 1921 à Billings, dans le Montana, il grandit sur un ranch où l'hiver faisait régulièrement chuter les températures à 30 degrés Celsius. À 12 ans, il abattait déjà des coyotes à près de 400 mètres pour protéger le bétail. À 16 ans, il savait suivre un wapiti blessé en terrain montagneux et placer un tir net dans des conditions de vent, de neige et d'altitude que des tireurs professionnels jugeraient extrêmes. Son père, vétéran de la Première Guerre mondiale passé par l'Argonne, lui transmit une leçon que l'on ne trouve dans aucun manuel militaire. La meilleure chasse ne consiste pas à chercher l'animal, elle consiste à faire en sorte qu'il te cherche. Hendricks s'engagea dans l'armée le 8 décembre 1941, au lendemain de Pearl Harbor. Sur ses papiers d'incorporation, on pouvait lire « Qualification tireur d'élite, niveau expert, expérience de chasse approfondie ». L'officier recruteur de Billings ajouta une remarque qui se révélerait prophétique. Cet homme tire comme s'il était né pour ça. À Fort Benning, en Géorgie, ses instructeurs repérèrent très vite un talent hors norme. Lors des épreuves de qualification, il obtint 238 points sur 240, ne manquant que 2 coups sur l'ensemble du parcours.
Il expliqua plus tard que ces ratés venaient simplement de son manque d'habitude avec le Springfield M1903, dont la balistique différait des Winchester qu'il utilisait depuis l'enfance. 3 semaines plus tard, l'adaptation était totale. Les rapports soulignaient sa compréhension instinctive de la chute des balles, de la dérive du vent et de l'estimation des distances, des compétences qui prenaient habituellement des années à acquérir. Plus encore, il faisait preuve d'une créativité tactique qu'aucune école ne pouvait enseigner. Pendant les exercices de terrain, tandis que les autres stagiaires se concentraient sur le camouflage pur, Rix expérimentait la tromperie. Il laissait du matériel à un endroit tout en tirant d'un autre, montait de fausses positions destinées à attirer l'attention. L'un de ses instructeurs, le capitaine Robert Morrison, nota dans son évaluation « Le soldat Rix ne pense pas comme les autres tireurs. Il ne se contente pas de tirer sur des cibles. Il façonne le champ de bataille pour créer des cibles. Recommande une formation avancée. » En juin 1942, Hendrix termina l'école de tireurs d'élite de Camp Perry, dans l'Ohio, 2e sur 48 élèves. Le premier de la promotion, le caporal David Walsh de Pennsylvanie, serait tué à Anzio en janvier 1944. Les résultats de Rix étaient exceptionnels, mais ce qui le distinguait vraiment, c'était son comportement lors des exercices de contre-snipping. Alors que la plupart cherchaient l'effacement parfait, lui adoptait une logique inverse. Il laissait volontairement des signes de présence à un endroit, puis observait la réaction ennemie depuis un autre point. Lors d'un exercice, il suspendit son casque à un bâton bien en vue, puis attendit 4 heures jusqu'à ce que le sniper adverse se trahisse en se préparant à tirer sur le leur. La méthode lui valut à la fois des éloges et des critiques. Ses instructeurs admiraient son inventivité, mais s'inquiétaient de ses écarts par rapport à la doctrine. Le manuel de l'armée FM 23-10 faisait de la dissimulation absolue un principe sacré. Rix, lui, proposait l'exposition volontaire comme outil tactique. Le capitaine Morrison prit sa défense. Le manuel vous apprend à vous cacher de l'ennemi. Le soldat Rix, lui, apprend à l'ennemi où regarder, puis il l'abat pendant qu'il regarde là-bas. J plus 87 après le débarquement. 19 septembre 1944. La 28e division d'infanterie de la Garde nationale de Pennsylvanie entra dans la forêt de Herkin dans le cadre de l'offensive de la première armée vers les barrages de la rivière Roller. Les hommes allaient y passer 3 mois que beaucoup qualifieraient plus tard de pire que tout ce qu'ils avaient vécu durant la guerre. La forêt elle-même devint une arme. Des masses compactes de sapins et de pins, certains dépassant 30 mètres, maintenaient au sol une pénombre permanente. Les obus éclatant dans les cimes projetaient des éclats de bois acérés, parfois longs comme un bras, qui fauchaient tout ce qui se trouvait en dessous. L'efficacité de ces explosions dans les arbres était telle que l'artillerie allemande utilisait presque exclusivement des fusées à éclatement aérien en terrain forestier. La pluie ne cessait pratiquement jamais. Les soldats vivaient dans des trous d'hommes remplis d'eau. Le pied de tranchée se propageait comme une épidémie. La visibilité dépassait rarement 50 mètres. Les routes se transformaient en rigoles de boue impraticables. Les blindés étaient inutiles. Les observateurs d'artillerie ne voyaient là rien. Les radios fonctionnaient par à-coups. Des compagnies d'infanterie qui entraient dans la forêt à 200 hommes en ressortaient des semaines plus tard, avec 40 ou 50 combattants valides. Les autres étaient morts, blessés ou brisés psychologiquement. Pour les forces conventionnelles, Herkin était un cauchemar. Pour les snipers, c'était un territoire de chasse idéal. La faible visibilité annulait la supériorité numérique ennemie. Le relief déchiqueté offrait d'innombrables cachettes. Le vacarme constant de l'artillerie noyait les détonations isolées. Et l'usure mentale rendait les soldats allemands imprudents. Le sergent-chef Hendrix, désormais affecté au peloton de reconnaissance de la 28e division, pénétra dans la forêt avec un équipement soigneusement choisi. Son arme, un Springfield 03 A4, numéro de série 3 172 418, fabriqué chez Remington en avril 1943, équipé d'une lunette Weaver 330A. Ce couple fusil optique avait été réglé à Camp A. P. Hill, en Virginie, Rix avait tiré plus de 3000 cartouches avec cette arme et en connaissait chaque réaction. Ses munitions étaient tout aussi spécifiques. 172 cartouches perforantes M2, 150 M1 ball pour la précision et 28 traçantes M20 pour l'estimation des distances par mauvaise visibilité. Chaque munition était inspectée une à une. La moindre imperfection de douille suffisait à être rejetée.
Dans son pactage, un carnet pour noter tir, météo et réaction allemande, 3 gourdes, l'eau avant la nourriture, un couteau de chasse venu du Montana, des jumelles, et surtout 3 tasses en fer blanc. Des tasses réglementaires, mais modifiées. Il avait percé de petits trous près du rebord et y avait passé des boucles de fil de fer, ce qui permettait de les suspendre à des branches ou de les poser sur des baguettes, tout en conservant un aspect naturel. Il transportait aussi un petit réchaud capable de chauffer de l'eau sous la pluie. Les pastilles de combustible, lorsqu'on les humidifiait correctement, produisaient une fumée visible pendant 3 à 4 heures. Le principe était d'une simplicité redoutable. Placer une tasse de café chaud dans un endroit bien visible, suggérant la présence d'un soldat américain. Les observateurs allemands, à l'affût de cibles, repéraient la vapeur et s'y fixaient. Pendant ce temps, Rix se trouvait à 9200 mètres de là, surveillant les positions probables, attendant que quelqu'un se découvre en visant le leur. La méthode exigeait une patience extrême. Il lui arrivait d'attendre 6 ou 7 heures avant qu'une cible apparaisse. Mais lorsque les snipers allemands se révélaient enfin, centrant leurs lunettes sur la tasse, ils s'offraient quelques secondes de vulnérabilité absolue. Le temps de se préparer au tir, ils devenaient immobiles, concentrés, prévisibles. Des cibles parfaites. Le 14 novembre marqua la première utilisation de ce qui serait bientôt surnommé chez les Allemands le Teufel der Kaffeetasse, le diable à la tasse de café. Rix plaça son premier appât à 5h08, juste avant l'aube. Il avait choisi un tronc renversé offrant de bonnes lignes de vue, un abri naturel pour un fantassin américain. La tasse reposait dessus, la vapeur s'élevant dans l'air glacé. Lui-même se trouvait à 66 mètres sur la gauche, allongé derrière un amas d'arbres éclatés, avec un excellent champ d'observation sur les axes d'approche allemands. Il avait appris la doctrine des tireurs allemands en les observant. Il privilégiait les positions légèrement surélevées, offrant un meilleur champ de tir. Ils aimaient disposer de plusieurs itinéraires de repli. Et lorsque c'était possible, ils travaillaient en binôme, une habitude qui se perdait toutefois fin 1944 faute de munitions. Le premier tir survint à 5h42, exactement comme prévu. L'Obergefreiter Müller fixa la tasse, prépara son coup, et mourut avant d'avoir pu tirer. Rix consigna tout avec précision, heure, distance, 180 mètres vent, 3 à 5 mph gauche-droite. Résultat, impact au centre de la poitrine, neutralisation immédiate. À 7h15, il déplaça la tasse environ 200 mètres plus loin et changea de position de tir. À 8h33, un second soldat allemand, venu examiner l'endroit du premier coup, aperçut la nouvelle tasse et se mit en joue. Rix l'abattit à 196 mètres. À midi le 14 novembre, 7 éliminations confirmées figurèrent déjà dans son carnet. Toujours le même enchaînement. Un soldat repère la tasse. Il se prépare à tirer. Il meurt avant d'avoir pressé la détente. L'efficacité de la technique dépassait tout ce que la doctrine américaine du tir de précision avait jamais envisagé. Ce qui rendait le stratagème si redoutable, c'était l'exploitation simultanée de plusieurs certitudes allemandes. D'abord, l'idée que les soldats américains étaient négligents. La propagande et l'expérience de combat avaient convaincu de nombreux hommes de la Wehrmacht que les Américains comptaient là surtout sur leur matériel plutôt que sur leur finesse tactique. Un homme buvant tranquillement du café en première ligne validait cette image. Ensuite, la fixation de l'objectif. Une fois ce qui semblait être une position ennemie repérée, l'entraînement imposait une préparation minutieuse du tir. Distance, vent, angle. Cette concentration créait une vision en tunnel, rendant le tireur aveugle à tout ce qui se passait ailleurs, et donc vulnérable à un regard venu d'un autre angle. Troisièmement, le stratagème exploitait la pénurie de ressources allemandes. À la fin de 1944, les tireurs d'élite opéraient sous de lourdes contraintes. Les munitions se faisaient rares. Chaque balle comptait. Face à ce qui semblait être une cible certaine, ils tiraient sans hésiter, de peur de laisser passer leur seule occasion. Quatrièmement, ils tiraient parti des failles de communication. Dans la forêt de Herkin, la discipline radio-allemande était désastreuse, en grande partie à cause de l'artillerie américaine qui interceptait et ciblait les transmissions. L'information sur le piège de la tasse ne circulait pas assez vite entre les unités pour éviter les pertes. Le 15 novembre, Rix commença à affiner sa méthode. Il varia les emplacements des tasses de manière plus systématique. Il avait remarqué que les snipers allemands observaient en général entre 15 et 21 minutes avant d'ouvrir le feu.
Ce délai lui laissait le temps de les repérer, de les identifier et de les régler avant qu'ils ne tirent. Il mit alors au point une typologie des comportements ennemis. Les tireurs de type A observèrent brièvement 5 à 10 minutes, puis tirèrent presque aussitôt. Souvent des hommes inexpérimentés ou nerveux. Les tireurs de type B prenaient davantage de temps, 15 à 25 minutes. Plus aguerris, mais aussi plus prévisibles. Les tireurs de type C, les plus dangereux, pouvaient rester immobiles plus d'une demi-heure, parfois sans tirer du tout. Cela exigeait des tactiques particulières. À la mi-journée du 15 novembre, 12 Allemands figuraient déjà dans son carnet. Les annotations devenaient de plus en plus précises. Élimination numéro 9. Tireur type B, distance 168 mètres, position surélevée dans un pin. Vent 4 mph. Correction, 2 clics à gauche, impact centre de masse. Chute de l'arbre. Élimination numéro 11. Tireur type A. Distance 212 mètres, couché derrière un empilement de troncs. Pas de vent. Tir direct. Tête. Neutralisation immédiate. Dans la soirée du 15 novembre, la réaction allemande commença à se dessiner. Rix observa quelque chose de nouveau. Une escouade approcha la zone où se trouvait la tasse, mais en venant d'un angle inhabituel. Signe qu'il soupçonnait un piège. Il s'abstint de tirer et les laissa inspecter les lieux. Ils ne trouvèrent qu'une tasse et un petit réchaud. Même à distance, leur perplexité était visible. L'un d'eux ramassa la tasse, l'examina longuement, balaya les alentours d'un regard inquiet. Puis ils se replièrent, sans avoir découvert la véritable position de Rix. Il comprit alors l'essentiel. Les Allemands avaient recommencé à saisir qu'on les trompait, mais ils ne comprenaient pas encore comment. Le 16 novembre vit l'arrivée de la première équipe allemande de contre-snipping spécialement chargée de traquer Rix. Des documents allemands capturés après la guerre révélèrent qu'un rapport du service de renseignement de la 326e division Volksgrenadier signalait une activité anormale. Un sniper américain opérant dans le secteur 4-7 démontre une efficacité exceptionnelle. 15 pertes confirmées en 48 heures, le schéma suggère l'emploi de tactiques de tromperie délibérées, recommande la mise en place d'une équipe spécialisée. L'équipe comptait 3 hommes. Le Hauptmann Otto Krebs, tireur d'élite chevronné, crédité de 42 éliminations sur le front de l'Est. L'Oberjäger Wilhelm Schmidt, observateur doté d'un excellent matériel optique. Et le grenadier Isef Hartmann, chargé de la sécurité. Ils pénétrèrent dans la zone d'action de Rix à 6h00, le 16 novembre. Krebs était bon. Très bon. Il ne fixa pas la tasse que Rix avait installée à 5h30. Au lieu de cela, il entreprit de balayer méthodiquement tout le secteur, à la recherche du moindre indice révélant la position réelle du sniper américain. À 210 mètres de là, Rix comprit immédiatement que la situation était différente. L'équipe allemande avançait avec une rigueur professionnelle. Ils établirent un poste d'observation offrant d'excellents champs de tir. Krebs ne se pressa pas. Il observa la tasse pendant plus d'une heure sans bouger. Un tireur de type C, patient, réfléchi, dangereux. À 8h15, Rix choisit une autre approche. Plutôt que d'attendre que Krebs se découvre en visant le leur, il créa un second appât. Il utilisa une technique apprise dans le Montana. À l'aide d'un cordage fin attaché à une branche, il provoqua un léger mouvement dans un fourré situé à une quarantaine de mètres de la tasse. Juste assez pour évoquer un soldat qui change de position pour se soulager. Krebs le remarqua aussitôt. À travers sa lunette, Rix vit le sniper allemand détourner son attention vers cette nouvelle perturbation. Schmidt ajusta ses jumelles pour l'examiner. Pendant un bref instant, les deux hommes étaient concentrés sur le faux mouvement. Rix tira. La balle frappa Krebs dans la partie supérieure de la poitrine, à 231 mètres. Schmidt réagit aussitôt, tentant de repérer l'origine du coup, mais Rix se déplaçait déjà. Hartmann tira à l'aveugle dans la mauvaise direction. Rix les laissa se replier en emportant le corps de Krebs. Cette élimination fut déterminante pour 2 raisons. D'abord, elle montrait que la technique de la tasse pouvait évoluer. La tasse n'était qu'un outil parmi d'autres. La véritable arme était la compréhension de ce que l'ennemi s'attendait à voir et l'exploitation de cette attente. Ensuite, la mort d'un contre-sniper expérimenté envoyait un message clair. Les Allemands n'avaient plus affaire à un simple tireur habile, mais à quelqu'un capable de surpasser leurs meilleurs éléments. Du 17 au 19 novembre, le stratagème atteignit son apogée. Hendrix multiplia les variantes. Parfois, la tasse était posée bien en évidence sur un tronc.
Parfois, à demi dissimulée, comme si quelqu'un avait tenté maladroitement de la cacher. Parfois, il en utilisait 2 à la fois, forçant les observateurs allemands à diviser leur attention. Il ajouta bientôt le son à son arsenal. En entrechoquant doucement des gourdes métalliques, il produisait des bruits évoquant des soldats manipulant leur équipement. Ces sons attirèrent l'attention vers certaines zones, tandis que lui observait et frappait depuis des emplacements entièrement différents. L'impact psychologique sur les troupes allemandes fut dévastateur. Un journal retrouvé sur un soldat de la 320e division Volksgrenadier, daté du 18 novembre, témoignait de la peur qui s'installait. Nous l'appelons le Geist der Kaffeetasse, le fantôme de la tasse de café. Il est toujours là, mais jamais là où on l'attend. 7 hommes de notre compagnie sont morts, tous abattus alors qu'ils tentaient de tuer ce qu'ils croyaient être un Américain imprudent. Nos officiers nous ordonnent d'ignorer tout signe trop évident de présence ennemie. Mais s'ils ne sont pas des leurs, et si de vrais Américains sont vraiment là, nous ne savons plus quoi croire. Au 19 novembre, Rix avait éliminé 68 Allemands en 6 jours grâce aux variations de sa technique de la tasse. Ce chiffre, noté dans son carnet personnel puis confirmé par les archives de division, constituait un record sans précédent pour un sniper américain. Pour en mesurer la portée, il faut rappeler que le tireur d'élite américain moyen de la Seconde Guerre mondiale comptabilisait entre 5 et 15 éliminations sur toute la durée de son service au front. Rix en avait obtenu 68 en moins d'une semaine à partir d'une seule innovation tactique. La réaction du haut commandement allemand montra à quel point l'impact était réel. Un message daté du 20 novembre, émanant du quartier général de la 5e armée blindée et adressé aux unités subordonnées, avertissait « Sniper américain opérant dans le secteur de Herkin utilisant des tactiques de tromperie systématiques. Toutes les unités doivent faire preuve d'une extrême prudence face aux signes évidents de présence ennemie. Recommandons la suspension des opérations de contre-sniping jusqu'à analyse complète du schéma. » C'était exceptionnel. Un état-major allemand demandait explicitement à ses troupes d'éviter les missions de contre-sniper, parce que s'y engager revenait presque à accepter des pertes assurées. Rix avait accompli quelque chose de rare dans l'histoire militaire, concevoir une innovation tactique si efficace que l'ennemi préférait se retirer plutôt que combattre. Les aspects techniques de son tir étaient tout aussi remarquables. L'étude de son carnet révèle une attention obsessionnelle portée à des facteurs environnementaux que la plupart des tireurs négligeaient. 17 novembre, 09h00. Élimination Neuhaus 42. Vent 6 mph, 3/4 gauche. Température 2 degrés, humidité élevée, pluie récente. Distance 193 mètres, angle plus 7 degrés. Cible sur légère élévation. Correction, un clic en hausse, 1 à gauche. Résultat, impact haut de poitrine, neutralisation immédiate. Note, le froid modifie la combustion de la poudre. Impact environ 5 cm plus bas que prévu à cette distance. Un tel niveau de détail était inhabituel. La plupart des snipers se contentaient d'indiquer une distance et un résultat. Hendrix, lui, traitait chaque tir comme une expérience scientifique, accumulant des données destinées à améliorer les suivants. Son carnet contenait des pages entières de calculs montrant comment différentes conditions météorologiques influençaient son arme et ses munitions spécifiques. La précision du Springfield 03A4 était légendaire. Rix la poussa bien au-delà de ses limites normales. Sa portée efficace officielle était d'environ 800 yards. Il réussissait régulièrement des tirs mortels à plus de 600 yards après une préparation minutieuse. Son tir le plus lointain enregistré à Herkin eut lieu le 18 novembre, 731 yards. Il abattit un observateur d'artillerie allemand qui dirigeait des tirs contre les positions américaines. Ce coup-là exigea des calculs extraordinaires. À cette distance, la chute de balle approchait les 2,80 mètres. La dérive due au vent pouvait atteindre près d'1 mètre. La température modifiait à la fois la vitesse initiale et la trajectoire. Rix passa 27 minutes à mesurer, estimer et régler avant de presser la détente une seule fois. La balle frappa la cible en plein centre du buste. Les munitions qu'il utilisait variaient selon les besoins tactiques. Les perforantes M2 pouvaient traverser des protections légères et atteindre des ennemis à couvert. Les M1 Ball offraient de la meilleure régularité pour les tirs de précision. Les traçantes M20, utilisées avec parcimonie, servaient à confirmer distance et trajectoire lorsque la visibilité était mauvaise. Chacune possédait des caractéristiques balistiques distinctes.
La M2, un peu plus lourde, chutait moins à longue distance mais subissait davantage l'influence du vent. La M1 offrait une trajectoire plus tendue aux distances courantes. Erix consignait scrupuleusement leur comportement dans des conditions variées. Sa technique de tir elle-même sortait des standards militaires. La plupart des manuels enseignaient de tirer à l'expiration, durant la pause respiratoire naturelle. Hendrix avait développé une autre méthode pendant ses années de chasse dans le Montana. Il inspirait profondément, expirait à moitié, retenait son souffle et tirait pendant cette suspension. Cela lui offrait une fenêtre de stabilité plus longue pour aligner parfaitement son coup. Son travail sur la détente était tout aussi particulier. Au lieu du pressé progressif classique, il utilisait ce qu'il appelait une surprise comprimée, une pression constante mais concentrée sur environ 1,5 seconde au lieu des 3 ou 4 secondes habituelles. Cela réduisait le délai entre l'alignement final et le départ du coup. Un avantage crucial face à des cibles vigilantes. Le 20 novembre apporta de nouveaux défis. Excédées par les pertes, les forces allemandes commencèrent à employer leur propre tactique de tromperie. Elles disposèrent du matériel abandonné à des endroits bien visibles, espérant provoquer un tir de Rix pour localiser sa position. Elles montèrent à de faux postes avec des casques sur des bâtons, cherchant à repérer son angle de tir lorsqu'il mordrait à l'hameçon. Rix identifia immédiatement ces contrefaçons. L'équipement allemand présentait des différences nettes. Le drap de leurs uniformes avait une texture et une teinte distinctes. Leurs casques renvoyaient la lumière autrement. Leur mise en scène révélait une rigueur trop militaire, là où de véritables positions américaines montraient toujours une certaine désinvolture. Plus important encore, leur leurre manquait de cohérence. Une vraie position humaine laisse des traces. Végétation écrasée, empreintes, objets jetés, désordre. Les montages allemands étaient trop propres, trop parfaits. Rix ne tira jamais sur ces faux objectifs, privant ainsi l'ennemi d'indices sur son emplacement. Au contraire, il s'en servit. Lorsqu'ils installaient des leurres, les Allemands les observaient presque toujours depuis un point proche. Rix repérait alors les postes d'observation et frappait les observateurs. Le 20 novembre, il tua ainsi 4 soldats allemands qui surveillaient leurs propres mannequins, attendant qu'ils se dévoilent. Le duel entre Rix et les forces allemandes avait pris l'allure d'une véritable partie d'échecs d'une sophistication extrême. Des deux côtés, qu'inspire, on opérait désormais au plus haut niveau du combat de terrain, cherchant sans cesse à penser plus vite et à se placer mieux que l'adversaire. La différence pourtant était fondamentale. Rix agissait seul, prenant des décisions instantanées, tandis que les Allemands dépendaient de chaînes de communication et de coordination de plus en plus désorganisées par l'artillerie et l'aviation américaine. Peu à peu, la dimension psychologique devint aussi importante que les pertes physiques. Dans la forêt de Herkin, les soldats allemands commencèrent à manifester ce que les psychologues militaires appelleraient aujourd'hui de l'hypervigilance et de la paranoïa. Ils craignaient de se déplacer de jour. Ils soupçonnaient chaque tasse de café, chaque pièce d'équipement américain, chaque position trop visible d'être un piège. Un rapport médical allemand de la fin novembre signalait une augmentation marquée des pertes psychiques dans les unités opérant dans le secteur de Rix, insomnie, réaction de sursaut incontrôlée, refus d'observer les lignes ennemies. Le document attribuait ces troubles à une pression constante des snipers, créant un sentiment de menace permanente. Cet impact mental démultiplia l'efficacité de Rix. Même lorsqu'il ne tirait pas, même lorsqu'il se reposait ou changeait de secteur, les forces allemandes modifiaient leur comportement en fonction de la menace qu'elles lui attribuaient. Leur patrouille, le choix de leur position, leur volonté même d'observer les lignes américaines s'en trouvaient affectés. Le fantôme de la tasse de café était devenu un multiplicateur de force par sa seule réputation. Du 21 au 23 novembre, Hendrix atteignit, puis dépassa, son total final. L'élimination Nero 73 eut lieu le 21 novembre à 7h42. Un observateur avancé allemand commit l'erreur de fixer trop longtemps une tasse posée sur un bunker détruit. Distance 204 mètres. L'élimination numéro 81 suivit le 22 novembre à 9h15. Un sniper allemand, au courant du stratagème de la tasse mais ignorant que Rix en utilisait désormais plusieurs variantes, évita l'appât principal et se concentra sur un leurre secondaire, une gourde à demi visible. Il mourut en visant le mauvais objet. Distance 177 mètres.
L'élimination numéro 89 survint le 23 novembre à l'aube. Un officier allemand observait les positions américaines aux jumelles. Pendant 14 minutes, il étudia une tasse de café, cherchant à déterminer si elle était un piège. À 218 mètres de là, Rix l'observait depuis 26 minutes, attendant l'instant précis où l'officier abaissa ses jumelles pour se frotter les mains engourdies par le froid. La dernière élimination, la Neolana 97, eut lieu le 23 novembre à 14h43. À ce moment-là, Rix opérait sans interruption depuis plus de 6 jours. Il avait à peine dormi. Ses munitions étaient presque épuisées. Il n'avait plus d'eau. Ses mains tremblaient de froid et d'épuisement. Et pourtant, il repéra une ultime cible, une équipe de mitrailleuses allemandes en train de s'installer sur une position qui aurait décimé l'infanterie américaine plus tard dans la journée. Ils étaient 3. Il ne lui restait qu'une seule cartouche perforante M2 dans son fusil. La distance était délicate, 264 mètres à travers une végétation dense. Le vent soufflait en rafales de 13 à 19 km/h, changeant sans cesse de direction. La température était tombée à 5 degrés C. La lumière déclinait. Tout indiquait que ce tir dépassait les probabilités raisonnables. Rix le tenta malgré tout. Il calcula le vent en observant les mouvements de la végétation à 3 distances différentes. Il corrigea les effets du froid sur la combustion de la poudre. Il compensa le fait que son canon était froid, ce qui augmenterait légèrement la vitesse initiale. Il inspira profondément, expira à moitié, retint et tira sa dernière balle. Le projectile frappa la caisse de munitions de la mitrailleuse, qui contenait une bande de cartouches de 7 mm. La balle perforante traversa le métal et fit exploser plusieurs cartouches à l'intérieur. L'explosion tua les 3 servants et détruisit l'arme. Rix nota 3 éliminations confirmées, portant son total à 97 en 6 jours. Puis il quitta la forêt de Herkin. Il parcourut près de 20 km à pied à travers un terrain que l'on disait impraticable, regagnant les lignes américaines à 22h00 le 23 novembre. Son commandant de compagnie, le capitaine William Bradford, rapporta qu'à son retour, Rix était à peine conscient, victime d'épuisement extrême et d'hypothermie. Ses premiers mots furent « Il me faut des munitions ». Les Allemands commençaient à comprendre le truc du café. Il va falloir changer de tactique. Les conséquences de cette opération de 6 jours furent immédiates, tant sur le plan tactique que stratégique. Les rapports après action de la 28e division d'infanterie, datés de la fin novembre 1944, indiquaient que l'activité des snipers allemands avait chuté d'environ 70% dans les secteurs où Hendrix avait opéré. Avoir perdu près d'une centaine d'hommes face à un seul tireur américain força les forces allemandes à revoir en profondeur leur procédure de reconnaissance. Des documents allemands capturés en décembre 1944 révélèrent de nouvelles directives permanentes. Tous les observateurs avancés doivent considérer que tout équipement américain visible est délibérément placé comme un piège. Ne jamais s'approcher ni tirer sur des cibles évidentes sans reconnaissance prolongée préalable. Recommander un minimum de 2 heures d'observation avant tout engagement contre des positions américaines suspectes. Ces restrictions paralysèrent gravement le renseignement allemand. L'obligation d'observer 2 heures empêchait toute réaction rapide au mouvement américain. L'idée que tout objectif évident était un piège engendrait une inertie décisionnelle. Les unités devenaient réticentes à engager le feu, même contre des positions légitimes. Craignant des tromperies toujours plus élaborées, la 326e division Volk-Grenadier vit son efficacité opérationnelle décliner sensiblement. Une évaluation du renseignement américain de décembre 1944 notait que les forces ennemies dans le secteur de Herkin faisaient preuve d'une agressivité réduite. L'activité des patrouilles avait diminué de 40%. Les prisonniers faisaient prendre à tout le même constat, une peur omniprésente des snipers américains et presque toujours la mention du fantôme de la tasse de café. L'évaluation du moral ennemi était sans appel, faible à très faible. La technique de la tasse elle-même entra rapidement dans la doctrine. En janvier 1945, la section de tireurs d'élite de la 28e division d'infanterie diffusa une note d'instruction intitulée « Emploi des techniques de leurre dans les opérations de contre-snipping ». Le document, entièrement fondé sur les innovations de Hendrix, fut bientôt adopté par la première armée et transmis à toutes les sections de snipers. On y exposait des principes simples, créer des signes de présence américaine évidents mais plausibles. Placer les leurs là où la doctrine allemande incite à tirer. Observer les positions probables de tir pendant que l'ennemi se concentre sur l'appart.
Faire preuve de patience, un engagement se développe en moyenne sur 15 à 30 minutes. Toujours prévoir un itinéraire de repli avant toute action. D'autres snipers tentèrent d'imiter le succès de Rix avec des résultats inégaux. La méthode exigeait non seulement de la patience, mais surtout une compréhension fine de la psychologie ennemie et de ses schémas de comportement. Beaucoup posèrent des leurres sans parvenir à anticiper correctement d'où les Allemands observeraient, ce qui ne donna aucun contact. D'autres n'avaient pas la constance nécessaire pour attendre des heures qu'une cible apparaisse. Le sergent Robert Mitchell de la 4e division d'infanterie adapta le principe à la guerre urbaine dans les villes allemandes, utilisant du matériel ennemi abandonné comme appât. Entre février et avril 1945, il enregistra 23 éliminations confirmées grâce à des variantes de la technique. Le soldat de première classe, Thomas Anderson, de la 9e division d'infanterie, employa des leurres lors des franchissements de rivières, installant de fausses positions qui attiraient le feu allemand et révélaient les emplacements pour les tirs de contre-batterie. Son adaptation contribua à réduire sensiblement les pertes américaines lors des traversées du Rhin en mars 1945. Les Allemands ne parvinrent jamais à développer de contre-mesures efficaces. Leur problème fondamental était que le principe même du leurre était infiniment modulable. Lorsqu'ils apprirent à se méfier des tasses de café, les snipers américains passèrent à d'autres appâts, casques, fusils, sacs à dos, volutes de cigarettes. Tout signe de présence humaine pouvait devenir un piège. La doctrine allemande, fondée sur l'observation méthodique et l'action délibérée, rendait leurs forces particulièrement vulnérables aux opérations de tromperie. Les snipers américains, bénéficiant d'une plus grande initiative individuelle et d'une créativité plus libre, pouvaient s'adapter sans cesse plus vite que la doctrine adverse. Rix lui-même n'utilisa plus jamais la tasse de café après novembre 1944. Dans une lettre envoyée chez lui en janvier 1945, il écrivit simplement « Un truc ne marche qu'une fois, tant que l'ennemi ne le connaît pas. Maintenant, ils le connaissent. Il faut autre chose. » Ces innovations ultérieures comprirent l'emploi d'enregistrements de soldats américains diffusés par des haut-parleurs improvisés, placés loin de sa véritable position, la création de faux nids de snipers, volontairement imparfaits, pour attirer l'attention pendant qu'il opérait depuis des caches réellement dissimulées, et l'installation de miroirs reflétant la lumière du soleil comme un éclat de lunettes, provoquant le feu des contre-snipers allemands sur des emplacements vides. À la fin de la guerre, Rix totalisait 147 éliminations confirmées, faisant de lui l'un des snipers américains les plus efficaces en Europe. Mais il attribuait toujours son succès non pas à son adresse, mais à sa compréhension de la manière dont pense un ennemi. Dans son carnet personnel retrouvé après la guerre et aujourd'hui conservé aux archives nationales, Hendrix écrivit « Un bon tir tue un ennemi, une bonne réflexion en tue des dizaines. Faites-leur voir ce que vous voulez qu'ils voient. Faites-leur penser ce que vous voulez qu'ils pensent, puis soyez ailleurs quand ils agissent. » Les analyses d'après-guerre révélèrent que l'opération de 6 jours de Hendrix eut des implications stratégiques dépassant largement le nombre de victimes. L'impact psychologique sur les forces allemandes contribua au déclin général de leur efficacité tout au long de la campagne de la forêt de Herkin. Des vétérans allemands interrogés des décennies plus tard évoquaient encore le fantôme de la tasse comme le symbole même de l'adaptabilité américaine. L'ancien Obergefreiter Klaus Wehrer, qui servit dans la 326e division Volksgrenadier, déclara lors d'un entretien en 1987 : « Nous avions de meilleurs fusils, un meilleur entraînement, une meilleure doctrine tactique. Mais les Américains avaient quelque chose que nous n'avions pas. Ils pouvaient innover instantanément. Un seul soldat avec une tasse de café a provoqué plus de désordre que des bataillons entiers. Nous ne savions jamais ce qu'ils tenteraient ensuite. » Les aspects techniques de l'exploit de Rix restent impressionnants, même selon les critères modernes. 97 éliminations confirmées en 6 jours représentent une moyenne de plus de 16 par jour. Chacune demandait des heures de préparation, d'observation, d'exécution et de déplacement. L'endurance physique et mentale nécessaire pour soutenir un tel rythme dans un hiver aussi brutal témoigne de capacités exceptionnelles. Aujourd'hui encore, les snipers modernes, étudient ces méthodes comme des exemples d'innovation en combat de terrain. Les principes fondamentaux qu'il mit en évidence demeurent valables. Comprendre les comportements et la psychologie adverse, utiliser les attentes de l'ennemi contre lui, créer des tromperies qui exploitent les procédures du standard, conserver la patience malgré les contraintes environnementales.
Ces concepts forment le socle de la doctrine actuelle du tir de précision. Le Springfield 03 A4 qu'utilisait Hendrix, numéro de série 3-172-418, survécut à la guerre. Il fut plus tard donné à la Société historique du Montana, où il est toujours exposé. Des essais balistiques réalisés en 1978 montrèrent qu'il conservait une précision inférieure à une minute d'angle, soit des groupements d'environ 2,5 cm à 100 mètres, preuve à la fois de la qualité de l'arme et du soin extrême que Rix lui avait apporté au combat. Ses effets personnels, dont son carnet de tir, furent offerts au National Infantry Museum de Fort Benning. Le carnet contient des entrées détaillées prenant pour chaque élimination les conditions météorologiques, les réactions tactiques allemandes et l'évolution progressive de ces techniques. Les historiens militaires le considèrent comme l'une des sources primaires les plus précieuses sur les opérations de sniper durant la Seconde Guerre mondiale. Rix survécut à la guerre et rentra dans le Montana en novembre 1945. Il parlait rarement de son expérience au combat. Interrogé en 1946 par des journalistes locaux à propos du « truc de la tasse de café », il se contenta de répondre sobrement. Il se contenta de dire que cela avait fonctionné parce que les Allemands étaient de bons soldats, appliquant sérieusement un bon entraînement, et que parfois, la meilleure façon de vaincre un bon entraînement consiste à le retourner contre ceux qui le suivent. Il reprit ensuite sa vie de rancher, menant une existence discrète jusqu'à sa mort en 1993, à l'âge de 72 ans. Sa nécrologie dans le Billings Gazette ne consacrait qu'un court paragraphe à son service militaire, indiquant simplement qu'il avait servi avec distinction en Europe. La plupart de ses voisins n'eurent jamais connaissance de l'ampleur réelle de son passé de combattant. En 2011, sa famille fit don de sa Medal of Honor, attribuée à titre posthume pour l'ensemble de son service et non pour un fait d'armes particulier, au Montana Veteran Memorial. La citation évoque son courage exceptionnel, ses tactiques novatrices et son efficacité durable dans des conditions extrêmes, sans mentionner explicitement la technique de la tasse de café, ni les 97 éliminations en 6 jours. La leçon stratégique que l'on peut tirer de l'action de Rix est profonde. Dans la guerre moderne, l'innovation individuelle compte. Un seul soldat, comprenant la psychologie de l'ennemi et l'exploitant par des tactiques créatives, obtint des résultats que des opérations conventionnelles menées par des unités entières n'avaient pas su atteindre. Le stratagème de la tasse réussit parce qu'il reposait sur une vérité fondamentale. Les ennemis ne sont pas dangereux seulement à cause de leurs armes, mais aussi à cause de leur formation et de leur doctrine. La manière la plus efficace de vaincre un adversaire compétent n'est pas de rivaliser avec ses forces, mais d'exploiter les présupposés que son entraînement a installés. Rix avait intuitivement compris ce que les théoriciens militaires formaliseraient plus tard. La tromperie est la plus puissante lorsqu'elle correspond exactement à ce que l'ennemi s'attend à voir. Une tasse de café fumante par un matin glacé est précisément ce qu'aurait un soldat américain épuisé. Elle confirmait les convictions allemandes sur la supposée négligence des Américains. Et cette confirmation rendait le piège invisible. Les opérations modernes de désinformation militaire reposent dès le Meisenau sur le même principe. Créer des situations qui correspondent aux attentes de l'adversaire. Laisser sa doctrine faire le travail. Se placer de manière à exploiter sa réaction prévisible. Rix découvrit ces lois par l'intuition et l'expérience et les démontra par 97 éliminations qui contraignirent une division ennemie entière à revoir sa manière de combattre. Le fantôme de la tasse de café de la forêt de Herkin occupe une place à part dans l'histoire militaire. Non pas un soldat qui vainquit par la force brute, mais un homme qui vainquit par l'intelligence. Non pas un guerrier imposant sa volonté par la supériorité du feu, mais un innovateur transformant les certitudes adverses en armes. Non pas un héros en quête de gloire, mais un professionnel résolvant des problèmes tactiques par la créativité et la patience. Son opération de 6 jours, en novembre 1944, demeure un témoignage éclatant de la puissance de l'initiative individuelle en temps de guerre. Un seul homme, un seul fusil, une seule ruse d'une simplicité désarmante. Répétée, avec une patience infinie et une adaptation constante, elle produisit des effets bien au-delà du nombre de balles tirées et de cibles abattues. Au fond, le stratagème de la tasse n'a jamais vraiment été une histoire de tasse. C'était une histoire d'esprit. De la compréhension que, dans le combat, l'arme la plus dangereuse n'est pas celle que l'on tient entre ses mains,
mais celle qui dirige ses mains. Rix l'avait compris instinctivement. Ses ennemis la prirent trop tard, la vapeur qui s'élève d'une tasse de fer blanc par un matin de novembre. Visible, évidente, inoffensive. Derrière elle, invisible et patient, un tireur américain qui avait compris que le meilleur camouflage n'est pas de se cacher, mais de contrôler ce que l'ennemi voit. 97 soldats allemands fixèrent cette buée dans leurs derniers instants, sans jamais comprendre qu'ils regardaient leur propre mort. Les chiffres étaient d'une élégance terrible. Une tasse de café, 97 vies, 6 jours qui changèrent la manière dont les armées pensèrent à la tromperie et le tir de précision. Un fils de ranch du Montana qui découvrit qu'en guerre, l'arme la plus meurtrière est parfois la plus simple. Une tasse de fer remplie de café chaud et la patience d'attendre que l'ennemi morde à l'hameçon. Sergent-chef James Robert Hendricks, né dans le Montana, mort dans le Montana. Entre les deux, il enseigna au monde que, parfois, le stratagème le plus puissant est aussi le plus simple, et que dans la guerre comme dans la chasse, la victoire n'appartient ni au plus fort ni au plus rapide, mais à celui qui comprend le mieux ce que sa proie s'attend à voir. Aujourd'hui, la tasse repose dans un musée, cabossé, terni. Les visiteurs passent devant sans connaître son histoire. Mais dans les archives militaires, dans les manuels de formation des snipers, dans les récits de ceux qui affrontèrent un ennemi semblant lire dans leurs pensées et exploiter chacune de leurs certitudes, la légende demeure. Le fantôme de la tasse de café. Le leurre le plus meurtrier de l'histoire militaire. 97 éliminations en 6 jours. Un seul stratagème qui changea à jamais la guerre.